Good evening. I'm very pleased and very Bonjour, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir à cet échange avec Arundhati Roy. Tout d'abord, quelques mots sur cet événement et pourquoi il est si important pour moi. J'ai rencontré Arundhati il y a de nombreuses années à Delhi, en Inde. À l'époque, George Bush allait se rendre en Inde en visite. Je crois que c'était en mars 2006. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là, presque autant qu'aujourd'hui, ici. Et des gens manifestaient contre l'accord nucléaire États-Unis-Inde. Arundhati donnait des discours également le soir à l'université. Et le lendemain, nous avons parlé de politique indienne. Elle a exprimé ses préoccupations quant au nationalisme hindou, me disant que les choses pourraient se dégrader. Je me souviens bien de ces mots. Elle avait l'air courageuse, intrépide, mais aussi fragile. Cela m'a beaucoup émue. Je me souviens très bien de ce moment et je pense que les choses n'ont guère changé depuis. Elles ont peut-être même empiré. Cette discussion ce soir sera modérée par Claire Gaillen, qui enseigne à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle a publié des articles sur l'histoire moderne qui sont disponibles en lien sur notre site. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser par l'intermédiaire de notre site web et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Arundhati, merci Claire. L'art doit quelquefois prendre la place de la politique, quand la politique, pour des raisons économiques, est bloquée. It's important to be able to write about violence with the same intimacy with which I write about love. We created the kind of community that allowed us to give expression to our dignity. Black lives matter. African young people. Actually, I'm not a hero. Okay, welcome everyone. Bonjour et bienvenue à tous. Welcome everyone. I hope you can hear me. Bienvenue à tous, j'espère que vous m'entendez. It says that my internet connection is unstable. Il semblerait que ma connexion Internet ne soit pas si stable, I hope it's going, mais okay j'espère now. que tout va fonctionner néanmoins. I'm delighted, more than delighted, honored and J'ai le plaisir et l'honneur to host a conversation de modérer cette conversation aujourd'hui avec Arundhati Roy, acclaimed writer, both a novelist and écrivaine célèbre qui a écrit des essais comme des romans et qui est également militante. Cela fait des décennies qu'elle se bat pour la justice sociale et les droits humains. À l'heure où le fascisme, la violence politique et les inégalités s'exacerbent. Je ne vais pas lire votre biographie ici, Arundhati. Je préférerais utiliser le peu de temps que nous avons ensemble pour apprendre de vous et pour vous écouter parler du nationalisme en Inde aujourd'hui pour les minorités et ce que ça signifie en matière de droits humains. Vous avez écrit contre
le nationalisme en Inde, l'exacerbation des tensions dans les communautés ainsi que sur l'Assam. Ce sont là des sujets que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Nous allons également parler de Jammu et du Cachemire et de la stigmatisation des musulmans qui n'a fait qu'augmenter depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. Je suis également intéressée par la manière dont, dans votre écriture, vous êtes intéressé par les espaces de dissension et par la manière dont les individus peuvent occuper ces espaces. Je voudrais commencer cet échange par une carte du monde. Je pense qu'on peut l'afficher à l'écran pendant quelque temps. Cette carte, c'est ma manière de lancer le débat sur la question des frontières. Les frontières de la pensée ainsi que l'imagination dans le monde. Vous pouvez voir la carte à l'écran. I can't see it on the screen. If it's not showing, then I'll just... Can everybody see it? No. Oui, nous voyons bien la carte à l'écran. Arundhati, can you... I can see that. Okay, so the world map, it's a world map. Okay, that was crafted by... Cette carte du monde a été dessinée par un géographe arabe musulman du XIIe siècle. Il s'appelait Al-Idrissi, c'est un géographe très célèbre. Cette carte lui avait été commanditée par un roi chrétien, le roi de Sicile. Si vous pouvez voir la carte, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas sa précision. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'elle offre une perspective différente sur le monde, notamment sur la question des frontières nationales. Il y a d'autres formes d'appartenance ou de circulation qui sont possibles. Et dans vos romans et vos essais, c'est quelque chose que vous explorez. Sur cette carte, vous avez pu voir que l'Afrique est en haut. Et si vous regardez vers la gauche, vous pouvez voir le subcontinent indien qui est tout petit et l'île de Ceylan qui est beaucoup plus grande. C'est intéressant pour nous de regarder ça aujourd'hui, cet imaginaire. Cette carte était pourtant très représentative du monde à l'époque pour les gens qui l'ont conçue et dessinée. Le monde à l'époque n'était pas divisé en États-nations. Quelque chose que nous ne prenons pas en compte dans notre construction mentale de l'histoire. Ce que je trouve formidable dans vos écrits, c'est que l'idée de l'État-nation s'applique également aux esprits et à l'imaginaire. Cela impose une organisation de l'espace. L'espace national au sein de frontières entraîne des conséquences écologiques et humaines désastreuses, comme nous le savons aujourd'hui. Arundhati Roy, je voudrais aujourd'hui vous demander comment l'État indien a imaginé ses frontières d'aujourd'hui.
Est-ce que vous avez constaté des changements depuis 2014? Et pour en rester sur des considérations géographiques, comment est-ce que l'Inde, non pas en tant qu'État-nation, mais également l'Inde en tant qu'État fédéral, conçoit ses frontières? Est-ce qu'elles sont militarisées? Ici, je ne parle pas que de l'Assam. Nous y reviendrons probablement tout à l'heure, mais dans le cadre de la pandémie, il y a effectivement des frontières au sein du pays. Je ne peux pas voir la carte, mais je comprends ce que vous essayez de dire. Et c'est une question très intéressante parce que se passe-t-il dans un endroit tel que l'Inde où les nationalismes étaient en quelque sorte la bannière qui a réuni tous ceux qui luttaient contre le colonialisme. Et il y avait un nationalisme qui était en quelque sorte au cœur de la lutte contre le colonialisme. Et lorsque les Britanniques ont quitté l'Inde en 1947, comme je l'ai dit souvent, c'était pas un jour depuis 1947 jusqu'à maintenant où les forces de sécurité indiennes et l'armée indienne n'aient pas été déployées contre son propre peuple, entre guillemets, à l'intérieur de ses propres frontières. Donc c'est un pays qui, en quelque sorte, dont la cohésion repose sur tout le Cachemire, Jaipur, etc., au centre de l'Inde, Telangana, le Punjab, etc. L'armée, les forces armées, les forces de sécurité au centre de l'Inde, Mastery, où il y a eu une espèce de conflit pour du terrain. La décision de savoir ce qu'est le nationalisme ou le colonialisme, de savoir si c'est une question territoriale ou religieuse ou bien linguistique, il y a toutes ces couches d'oignons que l'on enlève l'une après l'autre. J'ai écrit un long essai sur le thème de la langue. Il y a tellement de langues en Inde et chaque langue a toute une histoire de colonisation d'une autre langue. Une simple histoire de l'empire moghol qui était le seul empire qui existait. C'est pas vrai, c'est absolument une aberration. Et on voit une situation dans laquelle on a, par exemple, lorsque je suis allée au cœur de l'Inde, au centre de l'Inde, et j'allais dans la forêt, j'ai passé un certain temps avec les Durila qui luttaient pour protéger leur territoire autochtone. Et ensuite, j'ai parlé juste avant avec des officiers de police. Il me dit, voilà, regarde. Vous voyez cette rivière, et voilà, au-delà de la rivière, c'est l'endroit que l'on appelle Pakistan. Et là, on a le droit de tuer. Donc, ces frontières se trouvent au milieu d'un territoire d'un pays. Ou bien plus récemment, lorsque des centaines de milliers d'agriculteurs sont arrivés aux frontières de Delhi, près de la ville, le déploiement des forces de sécurité de la police, c'était comme une frontière nationale entre la ville et la campagne. Parce que tous ces conflits, maintenant, il y aura chaque fois des déploiements de frontières qui apparaissent et disparaissent selon les besoins et la volonté. Donc, si vous regardez un pays comme l'Inde, la seule logique qui pourrait maintenir la cohésion nationale après le départ des Britanniques était une logique de cliché où on parlait d'unité et de diversité. Mais tout cela a été remplacé par l'idée d'une nation hindoue qui ne tient pas, parce que l'Inde est un pays dans lequel tout le monde
peut dire qu'il fait partie d'une minorité. Si on regarde les castes, les classes, les différences ethniques, les langues, c'est 1,2 milliard de personnes dans cette nation où chacun est une minorité. Par exemple, on a vu ça, vous avez parlé du Cachemire et d'autres régions, d'Assam. On a cette situation bizarre où on a la vallée du Cachemire où la population de 7 millions de personnes, quand même, dont la majorité ont dit clairement qu'ils souhaitaient l'indépendance. Et ensuite, vous avez la vallée d'Assam où les gens aimeraient faire partie. Ils ont été en quelque sorte exclus. C'est-à-dire qu'on élimine les gens des registres de citoyenneté, etc., et tout, alors qu'ils étaient là depuis des centaines d'années. L'intervention de l'État au niveau des frontières, c'est très intéressant parce que cela donne l'impression que l'État montre ses muscles à des points précis, notamment aux frontières. Et c'est pour ça que cela les rend si intéressantes. On le voit beaucoup en ce moment. On voit que le pouvoir étatique est renforcé à la fois aux frontières de l'Assam et aux frontières de Jammu-Cachemire, qui sont tous deux équidistants de Delhi. Cette perspective géographique est également très intéressante. Oui, il y a ça, il y a la réflexion géographique, mais il y a aussi la classe, la caste. Vous savez, les frontières, les barrières parfois s'effondrent là où on ne s'y attend pas. Et on se trouve dans une situation où le niveau d'inégalité dû aux nouvelles politiques économiques fait que la police devient une sorte d'entité paramilitaire. Dans des endroits comme le Cachemire, la police devient l'armée et l'armée devient la police. L'armée se retrouve à jouer un rôle administratif au Cachemire, par exemple. Et la police fait la guerre aux gens dans les forêts et sur le terrain. Pourriez-vous nous expliquer la situation au Cachemire? J'utilise souvent ce terme de réorganisation, l'État indien également. Mais qu'est-ce qu'il y a à réorganiser également là-bas? Eh bien, en 1947, le Maharaja du Cachemire s'est rendu à accepter que le Cachemire devienne indien. C'est un peu plus compliqué que cela, mais cela a mené à la création de l'État Jammu-Cachemire, qui est en réalité Jammu-Cachemire-Ladakh. C'est un territoire qui fait partie de l'Union indienne, mais qui jouit d'une certaine autonomie. Et cette autonomie s'est érodée au fil des ans. Arrivé dans les années 90, le Cachemire, comme je l'ai dit, a fini par être administré par l'armée. Mais pendant tout ce temps, le RSS, le parti de Narendra Modi, qui est un parti qui s'inspire d'Hitler, de Mussolini, qui compare les musulmans d'Inde aux juifs comme sous Hitler. Ce parti
a déclaré qu'une fois au pouvoir, ils ôteraient au Cachemire son autonomie. C'est ce qu'ils ont fait l'an dernier en août. Ils ont retiré au Cachemire son statut indépendant. Par le passé, le Cachemire avait une certaine autonomie qui était plus importante que l'autonomie dont jouissent les États fédéraux de l'Inde. Mais maintenant, le Cachemire est devenu un territoire et non pas, même pas un État. Il est séparé du Ladakh. C'est pour cela qu'il y a également beaucoup de tensions avec l'Inde, parce que la frontière entre la Chine et le Ladakh a toujours été contestée. Le ministre de la Défense a fait des déclarations disant que le Pakistan voulait administrer certaines régions du Cachemire. Bon, cela a changé la donne dans toute la région. Cela a fait venir l'armée chinoise à la frontière et cela a mené le Premier ministre indien à se comporter comme s'il ne s'était rien passé, parce que c'était une manière de ne pas se confronter à la Chine militairement. Je sais que ce que vous décrivez s'est produit entre le mois d'août 19 et décembre 2019. C'était juste avant le confinement. C'est 1 an et demi depuis lors que ça s'est produit. Comment avez-vous vécu ces mois en tant qu'écrivaine et comme militante? Nous savons que vous êtes présente sur le terrain et parfois vous passez beaucoup de temps avec les gens sur le terrain. Ça a dû changer complètement l'équation pour vous, oui? Oui. Je reviens à ce qui s'était avant. Lorsque l'article 317, qui est un article de la Constitution qui garantit l'autonomie de l'État du Cachemire, quand cet article a été supprimé, il y avait un couvre-feu. Et puis, il y a aussi un siège Internet. Donc, toutes les communications ont été coupées. 7 millions de personnes vivaient sans téléphone, sans Internet, avec des milliers de gens arrêtés. Et comme écrivaine, ou juste comme personne ordinaire, regardez les gens qui célébrait cette annexion presque coloniale. Ça nous a mis en rage et c'était humiliant. Et je pense que, puisque je parle à une organisation à Genève, je dirais que c'est une nouvelle chose lancée par le gouvernement. Et l'Inde est vraiment au premier rang du point de vue de la fermeture des connexions Internet. Ils ont fermé les connexions pendant presque un an. Les gens ne peuvent pas utiliser leur téléphone pendant plus de 3 minutes. Ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital, rien. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Imaginez de toutes les choses qui se sont produites. Il faut considérer ça comme une violation des droits de l'homme, surtout sur une période aussi longue. Et le gouvernement a fait ça partout, aux abords de Delhi, et beaucoup de gens qui tout à coup sont d'abord invités à participer à un âge numérique et tout à coup ils sont coupés de tout. Donc c'est une chose très dangereuse qui se produit. Ensuite est arrivé le confinement lié au Covid, qui est arrivé de façon totalement non annoncée.
Avec 4 heures d'avance, on l'a annoncé. Maintenant, on peut voir que la COVID a été très différente en tant que maladie dans cette partie du monde, de ce que elle a été dans les pays européens. Ça n'a pas été aussi fatal, aussi mortel, et les gens n'étaient pas aussi malades. Mais lorsque, à l'Ouest, on a annoncé le confinement, pourquoi? C'est pour essayer d'avoir cette distanciation physique. Mais en Inde, dans un pays où il y a des millions de gens qui sont entassés dans des bidonvilles, un confinement signifie que les gens sont encore plus entassés. Donc, heureusement, la COVID n'est pas aussi mortelle que ça l'est à l'Ouest. Sinon, que dans des grands bidonvilles, vous pouvez imaginer la situation que cela aurait donné. Mais il y a eu un effondrement total d'une économie déjà effondrée. Et le Premier ministre, quelqu'un en Suisse, une agence a décrit l'Inde comme une autocratie électorale. Je pense que c'est une très bonne description. On a un Premier ministre qui se méfie des gens tellement que toute annonce est considérée comme un piège, comme un guet-apens. Donc, 80% de devises pourrait perdre sa valeur juste par une annonce faite. Et tout à coup, une devise n'était plus utilisable. Et ensuite, il y a eu le confinement en 2020. C'est comme si on avait enlevé les roues de la voiture et qu'on avait juste laissé un moteur. De toutes ces décisions qui sont prises et qui sont en train de nous toucher dans notre colonne vertébrale. Et comme vous le savez, ce confinement, c'était comme une expérience chimique dans les grandes villes indiennes. La classe travailleuse qui était cachée se retrouvait à la rue, sans endroit pour loger, sans argent, sans nourriture. Et des milliers de personnes ont commencé à de longues marches de milliers de kilomètres. It's surrendering to visibility of people otherwise. Oui, effectivement, cela donne de la visibilité à des gens qui n'en avaient pas. Oui, tout à fait, c'était comme une radiographie de la société. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la même classe sociale a souffert, mais pour des raisons très différentes. Parce que ces personnes étaient au front, sur la ligne de front, en première ligne, et elles ont souffert de la maladie. En Inde, les gens ont souffert, non pas parce que la maladie était mortelle, mais parce que le confinement a été mortel. L'Inde essaye de faire jouer les communautés les unes contre les autres. Comment est-ce que cela se concrétise en ce moment, hein, surtout avec la crise? Eh bien, cela fait 6 ans que nous avons un gouvernement nationaliste hindou. Nous avons des centaines de personnes qui ont été lynchées parce que musulmanes. Nous avons des gens qui ont été battus à mort et cela a été filmé. Les vidéos ont été mises en ligne sur YouTube lorsque Modi est apparu pour la première fois sur la scène politique. Eh bien, des musulmans se faisaient massacrer dans les rues, des femmes se faisaient violer, il y avait même des charniers, des corps qui ont été brûlés pour ne pas qu'on retrouve leur corps. Et d'un côté, on essayait de le cacher, mais d'un autre côté, il y a des gens qui admettaient
ouvertement avoir tué et disait qu'il s'était senti bien à le faire. Et même moi, à l'époque, j'étais naïve. Je pensais que écrire là-dessus, cela alerterait les gens, mais cela a eu l'effet inverse. Les gens se sont dit, ah, voilà un homme qui a de la poigne, voilà un homme qui peut diriger l'Inde, et je vais le soutenir comme Premier ministre. Et puis, il a fini par devenir Premier ministre. Aujourd'hui, ce qui s'est passé exactement il y a un an avec les manifestations contre les lois sur la citoyenneté anti-musulmane, de nombreux politiciens de premier plan se sont exprimés et ont appelé à la violence. Et cela a mené à des massacres, même à Delhi. Et aujourd'hui, il y a des musulmans en prison qui sont accusés de s'être tués eux-mêmes. Il y a des étudiants, des avocats, des journalistes en prison pour une raison ou pour une autre, pour un prétexte ou pour un autre. Leurs ordinateurs ont été confisqués. Une entreprise d'analyse numérique américaine s'est rendu compte que des personnes de premier plan avaient vu leur ordinateur compromis avec des malwares et cela permettait à d'autres gens d'accéder à leurs informations. Cette situation de blocus I mean, the essays that have just been actually published as a couple of months ago as a collection. Il y a quelques mois, vous avez publié une compilation de tous les essais que vous avez écrits ces dernières années, ces 2 dernières années. Et un de ces récits m'a interpellée. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Vous utilisez la langue et votre écriture pour penser le monde différemment. La littérature, pour vous, et c'est vous-même qui le dites, c'est un abri et c'est un portail vers autre chose. J'aurais voulu en savoir plus sur votre relation à l'écriture. Est-ce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui vous offre un portail, un abri? Je pense que il y a une partie. Il y a quelque chose dans le ministère dans lequel ça se produit. Il y a un film documentaire qui tourne dans Delhi où il y a différents mouvements de protestation et on demande aux gens de crier ce slogan selon lequel un autre monde est possible dans toutes les langues différentes. Et l'un des principaux personnages de ce roman est une musulmane de l'ancienne Delhi qui était née comme un garçon et puis ensuite elle est devenue une fille et elle dit « Mais moi je suis venue d'un autre monde », dit-elle. Et j'ai vu quelqu'un l'autre jour, lorsqu'on écrit un roman, vous ne dites pas un autre monde et qu'un autre monde est possible. Vous savez qu'il y a tellement d'autres mondes qui existent et les voici. Il y a différentes façons dont ces mondes se relient, différentes façons d'aimer, différentes idées de la maternité, de ce qu'est la protection, différentes idées concernant les nations. Il y a des idées différentes sur tout, et ça existe déjà. Et il faut, en tant que romancier,
je présente une façon différente de regarder le monde. On n'a pas besoin d'attendre un grand chef, un grand leader. Il y a beaucoup de gens qui vivent déjà de cette façon, mais ils sont brutalisés. Et ils refusent aussi d'être maltraités, et ils rient aussi. Ils sont pleins d'humour et d'amour, et de sagesse, et de persévérance, et aussi profond. Donc, la littérature, c'est ce que je pense, et c'est pourquoi je l'ai dit, d'une certaine façon, et lorsque je parle de littérature, je parle de la fiction, ou toute forme de littérature, c'est comme une protection. Ça peut continuer à être construit, mais il y a quelque chose qui se passe entre l'auteur et les lecteurs, quelque chose qui se reconstruit constamment. Et des gens qui sont au milieu ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens qui décident ce qu'est la littérature, ce qui n'est pas la littérature, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est mal, etc. On essaye de rétrécir la piste. C'est ce qu'ils font là, eux. Mais nous, notre affaire, c'est d'élargir les pistes. Bon, c'est tout à fait vrai et très profond, ce que vous dites, car on a cette tendance, je n'aime pas le dire, de rejeter que la littérature, ce n'est que de l'imagination et que c'est insignifiant. Les gens me demandent souvent, comme s'il y avait la fiction et les faits. Et une fiction ne peut pas être un fait. Mais les deux, la fiction et les faits, sont des façons de raconter une histoire. L'une utilisant l'imagination, l'autre ayant plutôt des arguments. C'est aussi important que vous, les écrivains, donniez une visibilité à ce qui est. Ce qui était écrasé, rendu invisible. Comme vous l'avez dit, vous essayez de choisir des histoires là où vous les voyez et vous leur donnez un espace et une visibilité. Ce qui également nous fait revenir à la question que je vous posais sur la position d'un écrivain dans le confinement et comment on se connecte avec les personnes qui combattent et comment on peut combattre. Chaque pays s'est trouvé dans des luttes politiques au cours de cette année et c'était intense et difficile. Et les États ont parfois utilisé ce confinement pour essayer d'écraser un peu plus leur population. Oui, ce n'est pas que quelque chose qui a été vrai par le passé, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Les États qui ont du pouvoir, ou même les entreprises, les employeurs qui ont cette possibilité pour se protéger, de séparer, de diviser, d'isoler les prolétaires qui sont comme toxiques presque du reste du monde. C'est quelque chose qui a toujours existé et je vois un vrai danger dans la manière dont les emplois sont détruits en ce moment. Parce que les machines ne peuvent pas attraper le Covid. COVID was not the same in India and in the West, so I wasn't actually so locked down. J'ai essayé d'expliquer que le Covid, ça n'a pas été la même chose en Inde et en Occident. Moi, je n'étais pas si confinée que cela. C'est comme une sorte de scénario biblique qui se déroulait.
On est resté chez nous et on a pu regarder ce qui se passait. Les déplacements étaient difficiles en dehors des villes, n'est-ce pas? Vous avez parlé de travailleurs qui souhaitaient rentrer chez eux. Oui, beaucoup de choses se sont produites, mais en même temps, il faut garder à l'esprit la manière dont cette tragédie s'est déroulée. Et le nationalisme, cela peut encore retourner cette tragédie, cela peut monter les gens les uns contre les autres. Et pendant la pandémie, des gens ont fait du porte-à-porte pour en intimider d'autres, pour les racketter. Je crois qu'il nous reste un peu de temps pour des questions. Nous allons prendre des questions du public. Il demande, est-ce que l'Inde va enfin se rendre compte qu'elle a un vrai potentiel d'être la nation accueillant différentes cultures, langues, religions? Ou bien est-ce que le dommage causé par le gouvernement actuel est beaucoup trop profond? C'est une bonne question. Et je pense que l'Inde va se détruire elle-même avec cette politique officielle de haine. Déjà avant le début, c'était une société de caste déshumanisée et d'évaluer beaucoup de gens. Et si on regarde l'histoire, imaginez comment les gens qui ont été dénigrés, comme partout dans le monde, combien de littérature et de poésie, combien de merveilleuses idées n'ont jamais été mises en œuvre parce que la moitié de la population était juste opprimée, battue et réprimée. Et maintenant, ce processus s'est accéléré. Toutes les choses réalisées ont été supprimées ou démolies en quelque sorte. Et c'est pourquoi il est très important que les gens qui sont au pouvoir maintenant ne restent pas au pouvoir et qu'elles soient battues, qu'elles soient envoyées dans un coin, parce que sinon ils vont continuer à détruire ce pays, au nom du nationalisme. Le peuple et les ressources naturelles. La liste est longue. J'ai une question par Roberta. Roberta demande, est-ce que le nationalisme est vraiment aussi fort que le présente le BJP? Oui, c'est vraiment aussi fort tel que le parti le présente ou le prétend. Je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est une sorte de formule, une idée toxique de ce qu'est le nationalisme, qu'ils ont réussi à disséminer vraiment dans la population, les tranches de population vraiment de base. C'est lié à la haine, l'exclusion d'autres pays et d'autres personnes. Et ils essayent d'établir des règles pour dire qui est un bon Indien, qui est un patriote et qui ne l'est pas. Et donc, c'est juste
une toxicité en exercice, si on peut dire, qui se dissémine très rapidement, qui se répand aussi avec beaucoup de faits erronés et de fausses nouvelles. On a vu des études qui ont démontré à quel point ces choses se propagent fortement et on y croit plus qu'à des faits réels et concrets. Oui, bien sûr, on revient à la discussion du virus qui circule et qui cause un certain nombre de dommages. Donc, il y a différents types de virus. J'ai une question posée par Pauline qui demande comment d'autres Indiens qui désapprouvent la persécution contenue dans la loi contre les musulmans, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils protestent contre l'oppression du régime? Ou bien la plupart sont réduits au silence face à une majorité très bruyante? En public, la plupart sont réduits au silence et ceux qui protestent, eh bien, sont embastillés. Ils subissent des raids du département de sécurité. Lorsque les lois anti-musulmanes ont été votées, il y avait beaucoup de non-musulmans dans les manifestations, des musulmans également. Et beaucoup de personnes ont été mises en prison, notamment de jeunes étudiants. Nous avons ici une autre question sur la littérature qui trouve un écho dans notre conversation. Karine demande si vous, Madame Roy, pouvez jouer un rôle face à cette violence intercommunautaire en Inde. Eh bien, je pense que la littérature, le cinéma, l'art en général, lorsque l'Inde est devenue indépendante des Britanniques, je ne dis pas libre, mais indépendante des Britanniques, il y a eu cette idée d'unité et de diversité dans l'unité. On a vu beaucoup de films de Bollywood et on parlait beaucoup de... Même si c'était quelque chose d'un peu factice, il y avait une sorte de publicité pour cette unité dans la diversité. Mais ces dernières années, même la machine de Bollywood, la télévision, les médias, tout cela a contribué à la propagation de ce venin. Et cela a eu un effet très délétère. Ceux qui se sont opposés à cela sont traqués aujourd'hui. Si ces formes d'art et de littérature ont un tel effet négatif, alors de toute évidence, la littérature et l'art pourraient avoir un effet très positif, ne serait-ce qu'en créant une autre ambiance, une autre atmosphère que cette toxicité ambiante. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment. Et je regrette de dire que beaucoup de libéraux ont soutenu Modi. Beaucoup d'entre eux l'ont même applaudi lorsqu'il est devenu Premier ministre. Même s'il était Chief Minister au moment des pires massacres que nous avons connus ces dernières années. Je ne peux pas dire que les intellectuels ou les artistes ou les cinéastes se soient vraiment opposés à cela. En tout cas, il n'y en a pas eu suffisamment. Pourquoi est-ce que les libéraux, comme vous les appelez,
apportent leur soutien à un tel politicien. You can read what they wrote, Eh bien, vous pouvez lire leurs écrits, comme je l'ai dit, tout de suite après les massacres. Il y a eu beaucoup de nativistes, beaucoup de gens qui disaient que c'était quelqu'un de fort, beaucoup de gens qui étaient enthousiasmés par les nouvelles politiques économiques, par la privatisation, et ils pensaient que Modi pourrait éteindre ces révoltes. C'est pour cela ce n'est pas que ces gens célébraient le nationalisme hindou, mais ils disaient que Modi était l'homme de la situation. Et ils refusaient de voir que cet homme était un fasciste qui appartenait à une organisation fasciste. So preparing the ground for him. Et Now some of them have ces gens lui ont préparé le terrain quelque part. Et certains d'entre eux ont fait marche arrière, mais c'est trop tard. Bon, c'est jamais trop tard, mais il est un peu tard tout de même. On peut peut-être prendre quelques autres questions. Une autre question. En tant que militante, comment est-ce que vous trouvez le courage de lutter contre tous ces problèmes? Où est-ce que vous trouvez la force pour continuer à lutter pour ces droits et ne pas baisser les bras? Eh bien, tout d'abord, je ne sais pas si je me vois vraiment comme une activiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme mot. C'est un mot récent. Je ne suis même pas sûre d'où ils viennent. En tant qu'écrivaine, vous savez, les écrivains écrivent sur les communautés dans lesquelles ils vivent, les gens autour d'eux, etc. Je ne sais pas si je suis activiste, mais ce que je sais, c'est qu'en tant qu'écrivaine, autrice de fiction et de non-fiction, on peut toujours écrire ce que l'on pense d'une manière ou d'une autre. Il y a des écrivains qui ont vécu en des temps bien plus difficiles que les nôtres. Il y a des écrivains qui ont vécu sous Staline, sous Hitler, au Goulag, et qui ont trouvé des moyens d'écrire. Pour eux, c'était comme respirer. C'est comme demander à quelqu'un, où est-ce que vous trouvez le courage pour respirer? Vous regardez autour de vous et il y a des gens ordinaires qui vivent des vies ordinaires et c'est difficile pour eux. Il n'y a pas de courage particulier à cela. On fait ce qu'on peut et pour moi, écrire, c'est comme respirer. Vous savez ce qui se passerait si j'arrêtais de respirer. Je pense que nous allons nous arrêter là. Nous allons donc terminer notre conversation. Donc, je vous remercie très chaleureusement pour votre présence ce soir, parce que pour vous, c'est très tard le soir. Oui. C'était un énorme plaisir que d'avoir cette conversation avec vous. Et j'aimerais également remercier les organisateurs de ce forum qui ont rendu cette chose possible. Merci à tous. Au revoir et merci. Bonne nuit.